All rise, vous vous levez. Please be seated, vous vous asseoir. Maître Altitte, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Le fond des accusations du procureur comprend en filigrane la discrimination ethnique. Là encore, il ne fait que reprendre les accusations du camp Ouattara formulées au moment de la crise pour sensibiliser la communauté internationale à la prétendue injustice qui lui a été faite. Aujourd'hui, utiliser cet argument permet de justifier le caractère exclusivement ethnique de toutes les nominations actuelles dans l'administration et dans les grandes entreprises. C'est ce que l'administration Ouattara appelle avec candeur le rattrapage. De discrimination, il n'y en a jamais eu en Côte d'Ivoire pendant la période du président Gbagbo. Nous l'avons déjà vu pour les chefs militaires. Cela est vrai aussi pour les troupes. Les FDS étaient composés de soldats de toutes origines. Quant au président Gbagbo, il était entouré d'Ivoiriens de toutes ethnies, de toutes confessions, de toutes appartenances. Non seulement n'y a-t-il pas eu discrimination, mais encore, depuis son élection à la présidence, le président Gbagbo a-t-il tout fait pour lutter contre les discriminations? Plus même, après le coup d'État de septembre 2002 et la partition du pays, il essaiera de parvenir à la réunification du pays en nommant des ministres proches des rebelles, attribuant à ses opposants des ministères essentiels comme la défense ou les affaires étrangères, et nommant en 2007 le chef de la rébellion, Guillaume Soro, Premier ministre. Et c'est le président Gbagbo qui a permis à Alassane Ouattara d'être candidat à la présidence de la République, en revenant sur des dispositions qui interdisaient à ceux nés à l'étranger de parents étrangers de se présenter. Il ressort de ce qui précède que le procureur n'a pas prouvé qu'il aurait existé une organisation et une structure mises en place par le président Gbagbo afin de mettre en œuvre un quelconque plan commun pour rester au pouvoir par tous les moyens. Le procureur n'a pas trouvé d'éléments probants pour corroborer sa version des 4 événements qu'il invoque ou soutient de ses charges. Le procureur n'a pas prouvé d'intention du président Gbagbo ou de lien avec les crimes allégués. En définitive, le procureur n'a pas présenté de preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que le président Gbagbo aurait commis un quelconque crime. Que reste-t-il du dossier qui vous a été présenté par le procureur? Rien. Et c'est d'ailleurs pourquoi le procureur tout à l'heure s'est concentré dans ce qui devait être la conclusion de sa preuve sur les preuves de la défense. Parce que la défense a donné à voir une autre réalité. Pour la première fois, il vous a été donné d'écouter une autre version des faits. La réalité est apparue peu à peu. Du contraste entre les deux discours est née une forme de plus en plus apparente, jour après jour, celle de la réalité qu'on tentait jusque-là d'occulter. C'était le devoir de l'accusation, de tout faire pour donner à la Cour l'image la moins déformée possible de la réalité.
C'est pour cela qu'elle est censée enquêter, pour donner au juge tous les éléments utiles. Et c'est pourquoi elle est censée enquêter à charge et à décharge. A-t-elle enquêté à décharge? Non. Nous l'avons démontré au cours des débats. Elle n'a utilisé aucun des nombreux éléments qui innocentent le président Gbagbo. Plus même, elle ne les a transmis à la défense qu'au dernier moment, et ce parmi une masse immense de documents. Elle s'est contentée, nous l'avons montré, de reprendre sans les vérifier des éléments disparates, d'origines diverses, articles de journaux, rapports d'ONG. Et lorsqu'elle a interrogé les acteurs, elle ne semble pas avoir pris garde aux incohérences, aux contradictions, au flou de leurs déclarations. Nous sommes-nous rapprochés de la vérité en écoutant l'accusation? Non. Nous nous en sommes même éloignés. Car la réalité qu'elle nous a dépeinte est une réalité fantasmée. Le drame qu'a connu la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années a été occulté. Les tentatives de coup d'État ne sont pas mentionnées. Les assauts constants des rebelles contre le pouvoir central sont niés. La partition du pays, le nord de la Côte d'Ivoire mis en coupe réglée, les extorsions, les pillages et les meurtres à grande échelle sont passés sous silence. Les tentatives du président Gbagbo pour arriver à la réconciliation sont oubliées. Les fraudes massives au nord du pays, lors du second tour des élections présidentielles, sont elles aussi oubliées. Le coup de force d'Alassane Ouattara contre le Conseil constitutionnel est transformé en procédure légale. Et tout cela pourquoi? Pour pouvoir accuser le président Gbagbo d'être à l'origine de la crise post-électorale de 2010. Et nécessairement pour l'accuser, il fallait construire une autre réalité. C'est à vous, Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, qu'il appartiendra de rappeler à tous qu'il ne peut y avoir de justice sans vérité. Le fait de n'avoir pas ou peu enquêté est d'autant plus grave que c'est sur les épaules du procureur que repose la charge de la preuve, pas sur celle de la défense. La défense n'est pas tenue ici d'apporter des preuves contraires à ce stade de la procédure. Elle doit montrer que les éléments présentés par le procureur au soutien de son argumentation ne sont pas suffisants pour justifier une confirmation des charges. L'accusation se paie de mots. Nous avons, nous, à nous intéresser aux faits. Les faits découlent de la réalité. Et la réalité, elle est là sous nos yeux. Ce n'est pas celle qui a été décrite de façon biaisée par le procureur. Prenez-en acte. Tirez-en toutes les conséquences et ne confirmez pas les charges contre le président Gbagbo. Ce sera justice et ce sera le meilleur moyen d'œuvrer à une réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Maître Barouin va prendre la suite. Madame la Présidente, honorable juge, la rébellion de 2002 et la crise post-électorale de 2010 sont des événements
dont les faits ne m'ont pas été racontés après coup. Par ailleurs, à Abidjan, j'habite un quartier qui se trouve entre le zoo et le quartier Abobo-Samaké. Je pense que cette référence pourront permettre à l'accusation et à la représentante légale des victimes de deviner où cela se trouve. Alors, les autres des populations qui firent les atrocités, c'est sous mes yeux. Les jeunes gens qui tombent, les personnes égorgées ou brûlées vives, ce n'est pas des vidéos pour moi. Des femmes violées, qu'il faut rassurer, ne relèvent pas des faits divers. Tout ce vécu, notre passé et notre présent à nous, population de Côte d'Ivoire, l'avenir de nos enfants, tous ces éléments m'imposent l'indécence, sinon la décence, de ne pas faire de la question des victimes un débat d'un match en Coupe Davis ou d'un championnat de ping-pong. Mais je voudrais simplement relever 3 points et dire que le village d'Anakakouté est un village attenant à Abobo. Dans ce village, les 6 et 7 mars 2011, donc dans la période qui est ici prise en compte, les populations ont été attaquées et la plupart des victimes tuées étaient des ébriés. La représentante légale des victimes a-t-elle des ébriés dans sa liste? Je dis tout de suite non. Si j'en crois la liste qu'elle-même a bien voulu nous lire tout à l'heure des origines des victimes. Je le dis et je le répète. En Côte d'Ivoire, les populations ne vivent pas par groupe ethnique dans les quartiers. C'est vrai, il y a des quartiers où des groupes sont dominants, mais le système des cours communes en Côte d'Ivoire et la transportation de nos coutumes villageoises en ville les oblige à vivre en communauté, quelles que soient les origines des groupes qui constituent la population dans la cour commune. Donc, le miracle qui consiste à n'avoir qu'un seul groupe ethnique ou que des membres d'un seul camp tués dans une attaque systématique en Côte d'Ivoire est un miracle possible par l'opération de l'accusation et de la représentante légale des victimes, mais c'est hélas un miracle qui est un drame pour la Côte d'Ivoire. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, je voudrais continuer mon propos sur des choses beaucoup plus générales pour vous dire qu'après ces 30 heures d'audience, les Ivoiriens, toutes ces personnes qui tressaillent au nom Côte d'Ivoire, les Africains ou des non-Africains qui pleurent l'Afrique au travers de la douloureuse histoire de la Côte d'Ivoire, sont à la fin de notre audience en tristesse et espoir. Tristesse devant une accusation qui déforme l'histoire pourtant bien récente. L'histoire de la Côte d'Ivoire. L'accusation en a fait une caricature qui ne lui a pas permis de pouvoir saisir les enjeux et de comprendre la réalité dans la crise dans ce pays. Certes, on me dira que dans ce prétoire pour aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo qui est concerné par la procédure. Mais faut-il le rappeler,
le droit pénal et toute discussion relative à des charges pénales ne se nourrissent que de la réalité du terrain traité. En déformant les faits, l'accusation ne peut présenter un dossier de qualité à votre cour. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, actuellement en Côte d'Ivoire se chante un hymne, l'hymne à la réconciliation. Dans ce hymne, la justice judiciaire ou juridictionnelle est présentée comme l'élément incontournable et préalable. Alors, peut-on rendre justice en faisant fi de la réalité? La réponse est évidemment non. La réconciliation, je vais vous dire, en Côte d'Ivoire, ce qu'on attend de la réconciliation, c'est l'écoute de tous. Car dans cette histoire, chacun veut être entendu dans sa détresse pour repartir grâce au dialogue et regarder ensemble avec les autres pour la construction de la Côte d'Ivoire. Une histoire trahie ouvre, on l'a déjà indiqué, à de nouvelles violences parce qu'elle nie la souffrance des victimes et n'identifie pas les vraies causes du conflit pour en résoudre les problèmes posés. Dans ces conditions, peut-on se reconstruire et construire ensemble? Comme vous le voyez, la réconciliation ne peut se faire que si la vérité est respectée, et c'est le respect de la vérité qui fait la justice. Est-ce la vérité de la défense qui doit, comme un clair de lune sur la plaine, dissiper la nuit des allégations du compte divers de l'accusation? Madame la Présidente, honorable juge, à cette interrogation, les populations de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, les amis de la Côte d'Ivoire répondent avec espoir. La lumière triomphe toujours des ténèbres et quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par se lever. Je vous remercie. Maître Altit. Merci, Madame le Président. Le Président Gbagbo voudrait s'adresser à la Chambre. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, j'ai suivi ces débats. J'ai entendu beaucoup de choses. Certaines fois, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire, mais d'autres fois, je m'en suis trouvé tellement éloigné. D'autres fois, je m'en suis trouvé tellement éloigné. Tellement les questions qu'on posait étaient loin de ce que nous avons vécu. Et je me suis dit, pourquoi dans la justice moderne y a-t-il des camps retranchés? Parce que sur beaucoup de questions, aussi bien l'accusation que la représentante des victimes, que vous-même, vous aurez pu m'appeler, j'aurais pu donner des informations, ne serait-ce que des informations que vous aurez pu vérifier après, mais pour fluidifier le raisonnement. J'aurais pu dire beaucoup de choses sur des petites questions. Par exemple, quand on dit il a signé un papier pour déployer l'armée, jamais. J'ai signé un décret pour que tous les FDS soient mobilisés.
Mais c'est une pratique qui date de 1961, qui date de l'époque où l'armée a été créée. Le chef de l'État peut, en cas de trouble, signer un décret, parce que la police, c'est la police, ensuite il y a la gendarmerie, mais si ces deux forces sont totalement submergées, elles peuvent appeler l'armée en renfort. Et donc, pour ça, le président de la République signe un décret qu'il donne aux différents chefs. C'est à eux d'utiliser l'armée ou de ne pas l'utiliser. Ça dépend de ce qu'ils pensent de la situation. Donc, c'est des choses pratiques comme ça et petites qu'on aurait pu expliquer quand le chef de FDS est venu me dire « Ah, la situation à Bobo, il y a les soldats d'IB, je pense que c'est eux le commando invisible, donc on ne sait pas comment ça va aller. » J'ai dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il dit « Bon, signez toujours un décret et puis on va garder ça et si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin, mais si on en a besoin. » Donc, il y a plein de choses comme ça. Et puis, il ne faut pas me donner des parents que je n'ai pas. Je crois qu'on veut faire comme souvent en Afrique, comme en Europe, vous dites les Africains, c'est comme ça, ils gouvernent. Je ne gouverne pas avec ma famille. Moi, je suis chef de l'État, président de la République. Ma femme, elle est députée. Et Kadé n'est pas mon neveu. Le mot neveu est un mot français. J'ai des neveux ici qui sont dans cette salle. Mais Kadé n'est pas mon neveu. Il a été ministre de la Défense, ministre délégué à la Défense. Et il était mon conseiller. Je ne gouverne pas avec ma famille. Peut-être que ça se fait comme ça ailleurs en Afrique, mais pas en Côte d'Ivoire, au temps de Gbagbo. Ça veut dire, il y a des petites choses comme ça qu'on aurait pu éviter. Ça alourdit pour rien l'atmosphère et ça nous empêche d'aller immédiatement au fond du problème. Madame la Présidente, toute ma vie, et ça se sait non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique et dans toute la France politique, j'ai lutté pour la démocratie. J'ai demandé à mes avocats la semaine dernière, je leur ai dit que je voulais vous amener tous les livres que j'ai écrits sur mon parcours. Ils ont dit que c'est trop tard pour introduire ces livres-là. Mais quand on aura tout fini, quel que soit le résultat, quel que soit ce que vous déciderez, j'enverrai un lot des livres de Gbagbo au bureau du procureur. Je vous enverrai un livre des livres de Gbagbo parce que, en fait, c'est ça, l'homme. Il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. J'ai lutté pour la démocratie et c'était au moment où nous ne savions même pas si le mur de Berlin allait s'écrouler. Nous ne savions pas ça. Donc on luttait avec un courage. Mais on était convaincus que nous-mêmes, on n'allait pas voir la démocratie triompher. Mais le mur de Berlin s'est écroulé et nous a aidés à gagner la victoire du multipartisme et de la démocratie. Non, c'est pourquoi je voudrais simplement dire, et je ne vais pas aller plus loin, je voudrais seulement dire que
Madame la procureure, puisque ça existe maintenant en français, hein, on met un E à la fin, Madame la procureure a dit une phrase qui m'a un peu choqué, en disant que nous ne sommes pas là pour voir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Et donc, quand j'ai demandé qu'on recompte les voix, ce n'était pas une phrase en l'air. Vous avez vu vous-même les documents dont dispose l'accusation et sur lesquels les voix des électeurs sont répertoriées. On a vu que dans la seule ville de Bouaké, on a ajouté 100 000 voix à mon adversaire. Donc, madame, c'est ça le fond de la question. C'est ça le fond de la question. On nous a attaqué en 2002, j'ai fait mon travail. C'est-à-dire que je n'ai jamais cru que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la guerre. Je n'ai jamais cru ça. J'ai toujours cru qu'on s'en sortirait par la discussion. Même si je sais qu'ils ont tort. Mais pour s'en sortir, j'ai toujours cru à la discussion. Alors j'ai parcouru toute l'Afrique. On a fait les négociations de Lomé. Ils ont fait les négociations de Marcoussis et de Kléber, mais ça, je laisse ça de côté parce que c'est... nous avons fait les négociations de Accra 1, Accra 2, Accra 3, sous la présidence de John Kufuor. Nous avons fait les négociations à partir de juin 2005 de Pretoria 1 et de Pretoria 2 sous la présidence de Thabo Mbeki. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait pour que la discussion avance. C'est à Pretoria. C'est à Pretoria que j'ai demandé à Thabo Mbeki de m'aider à trouver une solution légale pour que Alassane soit candidat. Parce que ça empoisonne la situation. C'est à Pretoria, en 2005. Nous nous sommes retrouvés, Thabo Mbeki, Konan Bédié, Ouattara et moi-même. J'ai demandé à Ouattara de faire la traduction, entre Thabo Mbeki et moi. C'est là que je leur ai dit que ça ne me gênait pas que Ouattara soit candidat. Mais comme mon électorat aussi est là, donc il faut que Thabo Mbeki nous écrive à nous tous à Abidjan pour que après je puisse prendre une décision. Je n'aime pas l'article 48 de la Constitution. C'est comme l'article 16 de la Constitution française. Ça donne énormément de pouvoir. Mais ce jour-là, j'ai pris l'article 48 de la Constitution et j'ai permis à Ouattara et à Bédié d'être candidats.
Donc, madame, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Nos pays, nos États, et ce sera mon dernier point, sont fragiles. Nos États sont fragiles. Et chaque fois qu'un chef d'État européen ou occidental me disait « Faites la démocratie en Afrique », je lui disais « Nous avons besoin de la démocratie, non pas parce que vous le dites, mais parce que nous-mêmes, nous en avons effectivement besoin pour construire nos États. » Madame, regardez la Côte d'Ivoire. Si nous n'employons pas la démocratie, comment nous allons choisir le chef de l'État? Il y a à l'est, adossé à la frontière ghanéenne, les Akans, qui ont un mode à eux pour choisir les chefs de village ou de canton ou leur roi. Nous avons à l'ouest un pouvoir éparpillé. Nous avons au nord les Malinqués islamisés qui se regroupent autour des mosquées et à côté d'eux, les Sénoufos qui se retrouvent dans les bois sacrés. Quel mode électoral allons-nous prendre? Donc la démocratie nous aide parce que elle fait tabula rasa de tout cela et elle donne à chaque individu considéré comme citoyen une voix. C'est pourquoi je me suis engagé dans la lutte pour la démocratie. Et puis nous, qui venons de familles très modestes, s'il n'y a pas la démocratie, jamais on n'aurait des postes élevés. Moi, les gens avec qui j'ai été à l'école, quand j'ai été élu président, ils n'étaient pas étonnés parce qu'ils savaient mon engagement. Mais ils sont venus me saluer pour saluer mon courage. Parce que je n'étais pas le plus aidé. Je n'étais pas le plus intelligent, je n'étais pas le plus riche, je n'étais pas... Donc nous avons besoin de la démocratie, madame. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement le vote. C'est qui dit le vote. Qui dit le résultat du vote. C'est ça aussi la démocratie. Quand on s'en va prendre une nuit, le président du groupement électoral, qu'on l'amène dans le QG électoral d'un candidat, qu'on invite une télévision étrangère, on lui dit de parler et on le filme, et on diffuse ça dès le lendemain matin, ce n'est pas très démocratique, ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Madame, c'est parce que j'ai respecté la Constitution qu'on veut me mener ici. Alors, bon, je suis là, mais je compte sur vous. Je compte sur vous parce que je souhaite que tous les Africains qui me soutiennent et qui sont tout le temps ici devant la cour, devant la prison, qui sont dans leur pays en train de manifester, en train de marcher, tous ces Africains-là, qu'ils comprennent que le salut pour les États africains, c'est le respect des constitutions que nous nous donnons et des lois qui en découlent. Je vous remercie, madame. Je vous remercie, monsieur.
Ceci conclut les observations finales. La Chambre a déjà annoncé que les parties et les représentants légaux communs des victimes doivent avoir la possibilité de présenter des observations écrites en rapport avec les questions examinées au cours de cette audience de confirmation des charges. À ces fins, la Chambre décide que les procureurs et les représentants légaux communs des victimes doivent présenter leurs observations au plus tard le 14 mars 2013. La défense, quant à elle, doit présenter ses observations écrites au plus tard le 28 mars 2013. La Chambre souligne que les parties et les représentants légaux communs des victimes doivent limiter ces observations aux points qui ont été discutés lors de l'audience. En ce qui concerne l'extension des observations écrites, les parties et participants peuvent présenter un document de jusqu'à 40 pages. En outre, la Chambre tient à informer les parties et les participants qu'elle rendra sa décision dans un délai de 60 jours, conformément à la norme 53 du règlement de la Cour, à compter de la date de réception des observations écrites finales de la défense. Et ceci conclut la dernière session de l'audience de confirmation des charges dans cette affaire. Je tiens à remercier les participants et les parties, les interprètes et les sténotypistes. L'audience est levée. All rise, vous vous levez.